Euh, donc, euh, Bienvenue à tous pour ce webinaire du Comité France. Merci d'être là, merci d'être fidèle. Je reconnais comme toujours des noms qui reviennent et ça me fait toujours très plaisir. Merci à Monsieur Khir d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Khir, on ne le présente pas, mais je vais quand même vous faire un tout petit résumé. Euh, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Il est premier président honoraire de la Cour de cassation et ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien membre du Conseil d'État, je ne retiendrai que ça. Il est professeur émérite à l'USJ dans laquelle il a enseigné le droit constitutionnel depuis 1976 en tant que chargé de cours, puis en étant titulaire de la chaire jusqu'en 2016. Et je le remercie pour ce que ça étonne que je l'appelle Monsieur Khir après tout ce que j'ai dit. Monsieur Khir accepte gentiment que je continue à l'appeler comme sur les bancs de la fac, c'est-à-dire Monsieur Khir, ça n'a jamais changé. Euh, il a commencé, avant d'être magistrat, il a commencé par être avocat. Il nous en parlera s'il veut. Et il a une longue tradition familiale avec la famille Eddé, avec Raymond Eddé en particulier, qu'il a accompagné toute sa vie. Je crois qu'il a été son conseiller juridique également. Un mot quand même du Comité France, et vous allez comprendre pourquoi c'est en lien avec Raymond Eddé. Le Comité France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire la représentation du Bloc national en France, existe depuis grosso modo octobre 2019. C'était un hasard que ça ait coïncidé avec le début de la Révolution, mais c'était prémonitoire, comme je le dis toujours. Et nous avions eu la chance de pouvoir organiser quelques meetings en présentiel, comme on dit maintenant, selon le terme consacré, à l'hôtel Queen Elizabeth, parce que nous avons voulu reprendre le flambeau de là où Raymond Eddé s'était éteint. Alors, l'hôtel Queen Elizabeth, qui, comme vous le savez, est devenu hôtel de serre, j'avais expliqué aux nouveaux propriétaires et gérants de l'hôtel notre relation, la relation du parti avec Raymond Eddé. Ils avaient eu la gentillesse de me faire visiter toutes les suites parce que je voulais absolument retrouver la suite dans laquelle il vivait. Alors, je crois l'avoir retrouvée, c'est surtout la petite terrasse qu'il avait qui me fait dire que c'était celle-là parce qu'elle a énormément changé dans les travaux qu'ils ont fait dans l'hôtel. Toujours est-il que ça a été une grande joie pour le Bloc national en France de reprendre le flambeau à cet endroit. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Parce que, comme vous le savez, c'est le 21e anniversaire de la mort de Raymond Eddé. Donc, décidément, on fait dans le symbole, dans le Comité France. Et pour introduire le webinaire, je vais laisser la parole à Tarek Ayem, qui est membre du Comité France et qui est fasciné par Raymond Eddé et qui a voulu ce webinaire depuis très longtemps. Nous avons choisi une date symbolique, comme je vous le disais. Donc, Tarek, je te donne la parole et je reprendrai la main, si je puis dire, avec M. Khed par la suite. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Ray. Alors, c'est un honneur pour moi d'échanger avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. Alors, je vais faire une brève introduction. Alors, le Hamid était un homme politique d'exception qui avait la patrie chevillée au corps. Il a toujours milité pour un Liban pleinement souverain. Il s'est fermement opposé à l'occupation syrienne et israélienne du Liban. Il s'est acharné à dénoncer certains leaders politiques qui ont nourri des discours sectaires, menant le pays à la guerre
civile. Ses prises de position ont failli lui coûter la vie à plusieurs reprises. C'est pourquoi il a décidé volontairement de s'exiler en France et s'amuser à dire à ses détracteurs, je ne vous ferai pas le plaisir de me faire tuer, je préfère rester en France pour vous dénoncer chaque matin. Il était conscient qu'il était compliqué de sortir du confessionnalisme, mais restait convaincu que le processus de laïcisation était nécessaire pour renforcer la coexistence islamo-chrétienne au sein du pays. Tout au long de sa carrière, il a défendu le débat démocratique et les libertés individuelles. Malgré un profil présidentiel, il n'a jamais été élu président, principalement en raison de son intransigeance à l'égard de la souveraineté nationale, qui ne laissait aucune place au compromis avec les puissances étrangères. Sa seule ambition était de défendre les intérêts de la nation libanaise. Ça a été, vous m'avez bien entendu? Est-ce que j'ai été assez claire? J'entends. Absolument, absolument. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Tarek. Alors, effectivement, Tarek nous a dit toutes les caractéristiques. Il a vite balayé tout ce qu'a fait Raymond Aidé. Nous allons bien sûr revenir sur l'homme politique, mais c'est peut-être l'homme politique que chacun connaît le plus. Et moi, je vous propose de commencer plutôt avec l'homme privé. Monsieur Khair, Raymond Aidé est né à Alexandrie, au Caire, en 1913. Alors, pourquoi à Alexandrie? Pourquoi Alexandrie? Parce que Raymond Aidé est le fils de Émile Aidé, qui avait commencé à être parmi les grands souverainistes libanais. Il a reçu, à ma connaissance, un message d'un ami lui disant de quitter Beyrouth avant que la Turquie ne rentre aux côtés des Allemands et des empires centraux dans la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui fait qu'il a dû envoyer sa famille à Alexandrie, puis il les a suivis. Raymond Aidé est né à Alexandrie le 15 mars 1913. La maman de Raymond Aidé était de la famille Sursock, qui avait des propriétés à Alexandrie à l'époque, je pense. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Raymond Aidé est né à Alexandrie, comme beaucoup de Libanais qui avaient quitté le Liban pour l'Égypte, parce que le Liban était pendant un certain temps le Liban de la montagne, le Liban de ce qu'on appelle les mutasarrif, c'est-à-dire un genre de régime autonome dans le cadre de l'Empire ottoman. Et le mutasarrif était nommé par le sultan, mais en accord avec les ambassadeurs du concert européen de l'époque à la capitale de l'Empire ottoman. Or, lorsque la Turquie est rentrée en guerre en 1915, le mutasarrifat était dénoncé et les membres du Conseil européen se sont trouvés
les uns contre les autres dans plusieurs camps. La Turquie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie d'un côté, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne de l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce voyage vers Alexandrie et la naissance de Raymond Aidé à Alexandrie. D'ailleurs, je crois savoir que lorsqu'il est né, son père n'était pas au Liban. Il rentre peu de temps après, parce qu'il faisait des allers-retours, Émile Aidé. Il oui, rentre peu de temps après pour de voir... Raymond Aidé, son père n'était pas là. C'est vrai. Et donc, la famille rentre au Liban, quitte l'Égypte en 1918. Raymond Aidé a 5 ans. Est-ce qu'à votre connaissance, il a gardé des souvenirs Est-ce qu'il était trop jeune pour avoir des souvenirs de l'Égypte? Trop Est-ce qu'il en jeune parlait? pour avoir des souvenirs. Il me racontait qu'il avait des bribes comme ça, il ne peut pas appeler ça des souvenirs. Bon, ce sont souvent des souvenirs de ce qu'on nous a raconté, qu'on finit par croire, on finit par croire que ce sont des souvenirs. Donc, il rentre au Liban en 1918, il continue ses études chez les jésuites à Beyrouth, et il entre... Il les commence, disons. Oui, c'est vrai, à 5 ans, il les commence, il ne peut pas les continuer. Absolument. On ne rentrait pas aussi jeune à l'époque à l'école. Donc, il fait ses études chez les jésuites et ensuite ses études de droit à l'USJ, enfin, ce qui était là, la faculté de droit. Je voudrais vous signaler que l'oncle de Raymond Aidé, le père Khalil Aidé, était jésuite et c'est le premier Libanais à avoir été recteur de l'université Saint-Joseph. De la faculté de droit, ce qu'on appelait la faculté de droit à l'époque. La faculté, à l'époque, ça s'appelait l'école de droit. Voilà, l'école de droit, absolument. Qui a commencé par une leçon inaugurale de Paul Huvelin, parce que la création de cette école est le résultat d'un accord entre la Compagnie de Jésus et l'Association lyonnaise qui s'occupait de l'enseignement supérieur. N'oublions pas qu'on était sous la Troisième République qui était en grande partie anticléricale. Mais comme l'a dit si bien Léon Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation, surtout quand il s'agit des intérêts de la France. D'ailleurs, il y a une grande fascination pour la France dans la famille Aidé, on en parlera plus tard, mais Raymond Aidé, le grand-père de Raymond Aidé, le grand-père de Raymond Aidé, Brahim Aidé, était droguement du consulat de France à Damas. Et donc, je disais que Raymond s'appelle Raymond à cause de Raymond Poincaré, pour lequel Émile Aidé avait une grande fascination. C'est lui qui me l'a dit, que son père lui a donné le prénom de Raymond, comme Raymond Poincaré, qui représentait une partie de la droite française et qui, comme tout le monde le sait, a été président de la République. Bon, Raymond Aidé a fait des études de droit donc, à l'école de droit. Il a fait est diplômé en 1934. À l'école de droit de Beyrouth. Avant qu'elle ne devienne, c'est par la suite qu'elle est devenue faculté de droit de Beyrouth, puis faculté de droit et des sciences économiques de Beyrouth, de l'USJ, comme s'appelaient les facultés françaises, et puis actuellement faculté de droit et de sciences politiques, dans le cadre de l'université Saint-Joseph. Donc, il est diplômé en 1934 et de droit, et il fait son stage au cabinet de son père jusqu'en 1936. 36.
Je crois que c'est oui, jusqu'en 1936, date à laquelle son père est devenu président de la République libanaise en janvier 1936. Là, je voudrais vous dire ce que me racontait Raymond Aidé de son père. Il m'a dit un jour, tu sais, toi, tu m'as connu et tu as connu Pierre, mon frère. Eh bien, moi et mon frère, multipliés par 10, ça ne fait pas Émile Aidé. Il avait une admiration pour son père, bien que quand il est devenu plus âgé, il avait eu des discussions avec lui sur beaucoup de choses. Je sais que certaines positions de son père ne lui plaisaient pas. D'ailleurs, voilà, l'un des deux frères, celui qui était destiné par son père à faire de la politique, c'est son frère Pierre plus que lui. Il m'a raconté un jour, je me rendais au ski alors que papa restait à parler avec Pierre, mon frère, de la municipalité de Baskinta et de Rukusamunat. D'ailleurs, Pierre, physiquement, ressemblait davantage à son père. Raymond ressemble plutôt à sa maman. À sa mère pour laquelle il avait la plus grande admiration. C'est ça. Et il était très attaché à sa maman. Bon, on va faire un saut dans le temps pour continuer à parler de l'homme et on reviendra à sa vie politique. Raymond Aidé a habité dans cette maison familiale qui était à Sanaïa. Lorsque son père a été élu président de la République, cette maison n'existait pas encore. Ils étaient à la rue Clémenceau et ils étaient locataires chez Charles Abella. Et il y a une photo devant cet immeuble du haut-commissaire de France à l'époque, le comte de Martel, venant avec d'autres députés, dont Bchar al-Khouri, l'adversaire, pour féliciter Émile Aidé. Il y a une photo sur le perron de cet immeuble. Je voudrais qu'on parle de l'homme, pas forcément à cette époque de sa vie où il est encore assez jeune, mais de l'homme qui a donc vécu dans cette partie de Beyrouth, de l'homme mondain, de l'homme du Beyroutin qui était charmeur, qui était beau gosse, dont on a dit aussi qu'il était homme à femme, etc. Raymond Aidé a sûrement, comme tous les hommes normaux, eu des amours de jeunesse et des amours plus tard. On raconte, d'ailleurs, lui ne m'en a pas parlé, qu'il avait été amoureux de Alia Saleh, la fille de Riyad Saleh, mais que ce n'était pas possible à l'époque de faire un mariage comme ça. C'est peut-être ça qui l'a poussé. Je serai assez discret pour ne pas citer qui. Il a eu des relations que j'ai connues et une fois, il s'était amouraché d'une grande princesse Bourbon. On sait de qui je parle. Et j'étais chez lui dans sa chambre à coucher quand le téléphone a sonné et il a commencé à parler avec elle. Il a fait de tout pour me faire comprendre avec qui il parlait, comme un jeune homme de 18 ans. Et allez-y. À ce moment-là, il n'y avait pas de Beyrouth Est et de Beyrouth Ouest. Exactement. Et la rue Clémenceau était habitée principalement par des chrétiens. Puisque vous évoquez Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, ça a été une déchirure pour lui lorsqu'il y a eu cette scission de Beyrouth. Évidemment. Au début de la guerre. Et il a tenu à rester dans sa maison. Bien qu'on a essayé
de l'assassiner alors qu'il était dans cette maison. On a tiré sur lui d'un immeuble en face. On a tiré sur lui, il descendait de voiture et il a été touché au pied, je crois, ou à la jambe. Mais c'est son chauffeur qui a pris le pauvre la balle. Non, il n'a pas été touché. Il a été touché à un autre assassinat, à une autre tentative d'assassinat sur la route de Jbeil. Il a été touché et il a été transporté à l'hôpital. Je crois dans une des tentatives d'assassinat, je crois qu'il a été touché légèrement au pied et c'est son chauffeur devant son domicile. Il a été transporté à l'hôpital. Voilà. Bon, je voudrais juste dire un mot avant de revenir à l'homme politique, parce que je crois que les gens ont plus envie d'écouter des choses sur l'homme politique. C'était un homme sociable, c'était un homme qui était autant à l'aise avec, comme on dit, les grands de ce monde, avec les grandes familles beyroutines, que sur un âne ou un cheval dans le jeu d'Aoura, quand il faisait sa tournée électorale. C'était quelqu'un de très convivial. C'était un homme d'approche très facile. Il était facilement approché aussi bien par les grands de ce monde que par les habitants du Jurde de Jbeil, par exemple. Et tous avaient pour lui beaucoup de sympathie. C'était un homme sympathique, proche, bien qu'il y avait un arrière-fond de Fils Aidé aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puisque vous parlez d'un arrière-fond de Fils Aidé, fils d'ancien président de la République, il dit qu'il est venu à la politique à son corps défendant. Finalement, dans le Liban de l'époque, avec la transition qui se faisait, et étant le fils aîné, il avait peu de chances de ne pas entrer en politique, fils de président. Il se destinait, Ce sont les membres du bloc national d'alors qui ont exigé qu'il succède à son père. Si mes souvenirs sont bons, Émile est décédé subitement d'une crise cardiaque dans sa maison d'été de Sofar le 27 septembre 1949. À la suite du décès de son père, il a été unanimement proclamé Amid du bloc national à sa place et il y est resté pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en l'an 2000. D'ailleurs, les membres du comité exécutif de l'époque ont inventé le titre de Hamid pour ne pas vexer le président de l'époque et pour lui garder son poste de président du parti. On l'a proclamé Hamid et on a inventé ce titre à ce moment-là. C'est bien ça. C'est possible, mais les Libanais du temps du mandat français appelaient le haut-commissaire Hamid aussi. C'est vrai. Oui, bon, le président dont vous parlez, je suppose que c'est Cheikh Khosroen El-Khazri. Exactement, exactement. Vous avez évoqué tout à l'heure ces relations difficiles difficiles. Il avait une grande admiration pour son père, mais il y a eu une période où il n'a pas été, au moment de l'indépendance, tout à fait d'accord avec son père. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je sais qu'une fois, il m'a dit qu'il a pris une position assez grave et je lui ai dit que j'étais contre. Il lui a dit c'est trop tard, c'est déjà promis. C'était en 43 ou en 44, je crois. C'était même 43. Après. C'est ça. Bon, donc alors qu'il se destinait à être avocat, il entre dans la vie politique. Il est élu, je crois, député la première fois en 53. Il découvre d'ailleurs le clientélisme en politique à son corps défendant à ce moment-là, puisque
une personne d'une famille que je ne citerai pas essayait d'envoyer de l'argent aux électeurs dans la région de Jbeil. Et je crois que l'histoire veut qu'on faisait arrêter les voitures, on prenait leur argent pour éviter d'acheter, entre guillemets, les électeurs, déjà à l'époque. Et le lendemain de son élection, il a distribué cet argent au prorata de la population entre chrétiens et musulmans en les donnant, mais alors en les donnant dans la tradition de l'époque aux chefs religieux à les distribuer. Toujours est-il qu'il devient député en 1953 et là, il passe, j'allais dire, de l'autre côté du droit, il devient législateur et il a excellé et abondé dans cette qualité. Dans les lois qu'il a faites. Est-ce que vous voulez en évoquer certaines? Oui, il y a surtout la loi sur le secret bancaire et la loi sur le compte joint, ainsi qu'une loi sur le droit des femmes. Sur le droit de vote des femmes en Oui. 52. Voilà. Donc en 52, bon, je le répéterai tout le temps qu'il a été précurseur parce que il a vu très loin à la fois dans sa demande de et je crois que dans la proposition de loi pour le secret bancaire, ça a été signé par Mohsen Slim avec lui. En 56, donc. En 56, oui. Alors, Mohsen Slim, qui a été pendant un certain temps membre du Bloc national, exactement. Qui s'est présenté sur sa liste à Jbeil en 51, mais sans succès. Raymond Eddé a échoué en 51. Il a été élu à partir de 53. Bon, il y a les lois les plus connues de lui. Je vais les citer rapidement. Vous avez évoqué 52, le droit de vote accordé aux femmes, quand même, dans le Liban des années 50. C'était assez audacieux. Je crois que c'était même avant la Suisse. Il y a bien sûr la loi sur le secret bancaire, la loi sur l'enrichissement illicite. On ne va pas rentrer dans les détails de la politique. Il y a des lois moins connues. Je l'avais presque oublié et je l'ai redécouvert. C'est lui qui a créé l'affaire Assotage, par exemple. Ce qu'on appelait l'affaire Assotage avant la guerre, je ne sais même pas si elle existe encore, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Est-ce que la connexion est partie? Oui, la connexion est partie. Oui, apparemment. Je m'excuse auprès du public. J'espère que ça va revenir assez rapidement. Je ne voudrais pas tout dévoiler parce que M. Khir le dira certainement mieux que moi. On va attendre quelques minutes. J'en profite pour dire aux personnes qui regardent le webinaire que je ne peux pas donner la parole. Je vois des mains levées. Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse d'écrire dans le chat les questions que je poserai à M. Khir, soit dans le courant du webinaire si je vois que ça fait partie de ce qu'on est en train de dire, soit à la fin. Il y a une main qui reste levée en particulier, si vous pouvez avoir la gentillesse de faire ça. Il ne faudrait pas que ça décourage certains de ne pas rester jusqu'au bout. Ce sont les aléas de la technique, comme je le dis toujours.
Alors, comme aujourd'hui, c'était le jour de commémoration de sa mort, je crois savoir qu'il y a eu une petite cérémonie au caveau familial des Eddé. Monsieur Khed a évoqué tout à l'heure le prénom du grand-père de Raymond Eddé, donc Brahim Eddé. J'ai vu des photos où le nom est inscrit à l'entrée du caveau. Il y a des détails que l'on oublie avec le temps qui passe et qu'on revoit. Il y a quelqu'un qui me dit, il a bien raison, vivement le retour au présentiel. Il a tout à fait raison. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Bon, j'espère que ça ne va pas se reproduire plus d'une fois. Je regarde mon portable juste pour m'assurer qu'on ne me dit pas. Bon, oui. Monsieur Khed, où en étions-nous dans les lois? À Beyrouth, qu'est-ce que vous absolument, absolument. Ce sont les aléas de la technique qui peuvent arriver n'importe où, mais c'est vrai qu'ils sont plus fréquents à Beyrouth. Donc, nous étions au législateur. Je voudrais évoquer avec vous la peine de mort. Il avait voulu la peine de mort pour les assassins, en particulier pour les récidivistes, suite à un fait divers, si je puis dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, un homme de son envergure qui souhaite la peine de mort, ce serait interprété d'une façon différente, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet avec lui? Oui, moi j'étais contre. J'étais étudiant en deuxième année de droit. Et je me rappelle d'une table ronde à la télévision où il était avec Bahish Taïeddine et Bahish Tabbara. Il y a eu un meeting à la faculté où j'ai parlé, tout le monde connaissait mes liens avec lui, même au moment où j'étais encore étudiant. Jeune, et moi, j'étais contre cette loi sur la peine de mort. La peine de mort existait, c'est pas lui qui l'a faite, mais la loi qu'il a fait voter empêchait les magistrats d'accorder les circonstances atténuantes. Et moi, j'étais contre. Oui, mais comme vous l'avez dit si bien, il faut replacer ça dans le contexte. Il était à ce moment-là ministre de l'Intérieur dans le gouvernement des quatre à la suite de ce qu'on appelait les événements de 58. On va y venir. Il n'y a eu, à ma connaissance, qu'une seule exécution en application de cette loi. Une seule. Je pense effectivement, mais il disait toujours qu'il fallait garder cette loi pour l'exemple, c'est-à-dire pour faire peur en quelque sorte. Pour faire peur aux futurs assassins. Bien, il y a une chose qui doit lui venir aussi, puisque vous avez été avocat vous-même aussi avant d'être magistrat, qui doit lui venir peut-être de son exercice de la profession. Il a fait voter une loi qui autorisait l'avocat d'assister le prévenu devant les tribunaux militaires. C'est quelque chose qui éveillerait malheureusement beaucoup de choses actuellement avec ce qui se passe à Beyrouth. Oui, actuellement, il y a eu une nouvelle loi qui a été votée
qui autorise l'avocat d'être présent devant la police judiciaire, pas seulement devant les magistrats. C'est une loi qui a été votée dernièrement. Mais lui a fait voter une loi pour que le prévenu devant les tribunaux militaires soit assisté de son avocat. Voilà, c'est de celle-là dont je parlais. Alors, vous avez évoqué, et on va y venir, au fait qu'il a participé il a participé au gouvernement quadripartite après les événements de 58. Il a été ministre 2 fois, je crois. Je ne suis pas sûre de la troisième. Oui, non, il a été ministre 2 fois. 2 fois, voilà. Il y avait 2 fois dans des troisième. cabinets restreints. La première fois, un cabinet de 4 présidé par Rachid Karame et où il siégeait avec Hussein Aouaini et Pierre Jumayel. La deuxième fois, c'était une dizaine d'années après, dans un gouvernement Abdallah Yafi. Et c'est sous ce gouvernement qu'il y a eu le bombardement par les Israéliens de l'aéroport de Beyrouth. On va revenir sur ce bombardement parce que il avait eu du flair comme d'habitude, mais pour rester sur la première fois où il a été ministre de l'Intérieur, donc dans ce gouvernement, il a démissionné. Il a démissionné à quelle occasion? Il a démissionné à la suite de ce qui est arrivé à mon oncle Philippe Kher, qui avait été arrêté illégalement par le second bureau et maltraité, malheureusement. Effectivement. Bon, donc, on a dit tout à l'heure qu'il a été un opposant, mais qu'il a su, quand il fallait pour l'intérêt du pays, accepter d'être avec ses opposants. Le gouvernement quadripartite était un exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure la deuxième fois où il a été ministre, donc, où il a démissionné effectivement. Parmi son aspect opposant, il y a eu bien sûr son opposition au deuxième bureau, sur laquelle il était revenu, semble-t-il, à la fin de sa vie, bien sûr, avec tout ce qui s'était passé par la suite. Est-ce que c'était un mea culpa ou est-ce que c'était une remise en perspective de ce qui s'était passé avec le chiabisme? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Bien, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, si je dois résumer personnellement Raymond Aidé, si on me disait vous avez un mot et un seul pour résumer Raymond Aidé, je dirais souverainiste. C'est bien sûr, il y a beaucoup d'autres qualificatifs, mais si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-là. L'intérêt du Liban était au-dessus de tout pour lui. Oui, alors, le panel est long. Je vous laisse le dérouler. C'était un souverainiste et pour lui, l'intérêt du Liban passait avant tout ce qu'il y avait d'autre. D'ailleurs, il y a eu les accords du Caire. En 1976, il était un candidat sérieux à la présidence de la République. Un émissaire américain est venu qui s'appelait Dean Brown et il lui a proposé d'accepter la présence syrienne au Liban pour devenir président de la République. Il a refusé et je l'ai écrit dans un livre que cela m'a encore laissé m'attacher davantage à lui. Effectivement, je vois de quel passage. Dans un pays où beaucoup d'hommes politiques
aurait fait des concessions pour beaucoup moins que ça. Alors, il avait répondu d'ailleurs à Dean Brown, vous trouverez certainement un qui va accepter, qui était Liesselki, son opposant à l'époque, et vous trouverez au moins 50 autres maronites qui signeront tout de suite pour devenir président de la République. Vous n'avez pas besoin de moi. Oui. Donc, ça c'était en 76, mais il y avait déjà eu les accords du Caire. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est de me dire comment un Parlement libanais a pu ratifier des accords secrets, outre le fait qu'ils étaient… Et il était le seul à s'y opposer officiellement avec ses députés. Avec son bloc parlementaire. Oui, avec les députés du bloc national. Vous parlez de le fameux accord du Caire. Exactement, en 69. J'ai été consulté par la suite quand on a annulé cet accord avec l'accord de paix avec Israël, l'accord du 17 mai, pour faire de l'équilibre ou de l'équilibre. Donc, il a été annulé, entre guillemets, en 87, je crois. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais c'était… Il me semble. Je crois que c'était avec Amin Gemayel, je crois, comme président à cette époque-là. Il me semble que c'était après… oui, c'est ça, c'était vers la fin du mandat d'Amin Gemayel, effectivement. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et ce qui me fait dire, j'allais en parler tout à l'heure, mais venons-y tout de suite, puisqu'on le dit, que… L'accord du Caire, c'est 69, c'est du temps de Charles Helou, à qui ça a posé un problème de conscience toute sa vie. J'étais assez proche de Charles Helou pour le savoir, et j'ai été consulté par Charles Helou sur l'accord du Caire, et j'avais dit que cet accord n'était pas un accord international, ce qui a laissé une porte de sortie pour Charles Helou. Alors, quand je l'ai visité à Paris par la suite, il avait lu ça dans les journaux. Il m'a dit, maintenant, tu sers de suppôt à Charles Helou pour le faire sortir de son problème. Mais si ça lui a posé un problème de conscience à Charles Helou, je dirais que cette bonne guerre, c'est la moindre des choses. Il semblerait que ça ait posé par la suite un problème de conscience. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire un problème de conscience, mais il semblerait que Pierre Gemayel ait avoué à Raymond Edé qu'il avait regretté avoir signé les accords du Caire. Mais à quoi sert le regret? Ça c'est la partisane qui parle, mais je n'en dirai pas plus. Il n'était pas le seul. L'accord du Caire a été approuvé par à peu près tout le monde. Puisque, comme vous le dites si bien, Raymond Edé et ses députés et les députés du Bloc national ont été les seuls à refuser de voter pour et donc à ratifier ce traité. Restons dans le souverainiste. Il y a eu les accords du Caire, il y a eu les accords d'État. Et pas un traité parce que ça n'a pas… ça ne remplit pas, à mon sens, les conditions de droit international pour qu'on l'appelle traité. Et je l'ai dit dans une consultation qui m'avait été demandée en 86 par le président Hussein Lahsen. Oui, parce que il me semble que c'était sous son mandat à la tête du Parlement que ça avait été… que les accords du Caire ont été annulés. Si je ne me trompe. Ils ont été annulés avec les accords du 17. C'est ça. Donc, je disais son aspect souverainiste. Vous avez évoqué 76. Il y a bien sûr 78, 82, l'occupation israélienne. Il a excellé malheureusement et dans deux choses. Bien sûr en tant que souverainiste, mais il a été toute sa vie politique opposant et toute sa vie politique candidat malheureux à la présidence de la République parce qu'il a justement mis cette souveraineté au-dessus de la magistrature suprême.
Oui, en 1958, il s'était présenté la première fois pour dire qu'il y a eu des élections disputées parce qu'on était sous l'occupation américaine. On a toujours été sous une forme d'occupation, malheureusement. Oui, malheureusement. Et sa décision de venir en France, la France était un refuge dans la famille Eddé, puisque son père, je crois, en 1944, décide aussi de venir en France pendant un court laps de temps, il me semble. D'ailleurs, ça me rappelle une circonstance avec lui. Tout le monde sait que j'étais assez familier du personnage. Je déjeunais avec lui dans le fameux restaurant Le Fouquet's aux Champs-Élysées et il y avait un vieux garçon de café. Il m'a dit, c'est mon père qui m'a fait la connaissance de ce monsieur. Le père de Raymond Eddé. Oui, oui. C'est amusant. Un garçon de café au Fouquet's qu'il avait connu du temps de son père. Du temps d'Émile Eddé. Bon, donc la France joue un grand rôle dans sa vie et dans sa formation intellectuelle. Oui. Les Eddé étaient francophiles, tout le monde le sait. Et quand Raymond Eddé est arrivé à Paris, il était reçu au Quai d'Orsay, il avait des relations privilégiées avec Chirac, avec Mitterrand. Il n'était pas reçu comme un simple député, ou ancien député libanais. Il a refusé, à mon sens, d'être décoré d'une décoration autre que libanaise. Effectivement, on lui avait Chirac. Parlé de le décorer d'un ordre français. Il a dit, moi, je reçois des décorations de mon pays. Effectivement, il avait refusé parce qu'il n'avait pas de décoration de son pays. Ce qui est, enfin, peu de gens le feraient. Il faut être un Eddé pour avoir cette droiture, d'esprit voilà. Et il a continué à travers ses relations dans la diplomatie, que ce soit en France ou ailleurs. Il avait des relations privilégiées avec le Vatican aussi. Il a continué à travailler pour le Liban. Je ne vais pas répéter la fameuse phrase que tout le monde connaît, que son corps était là, mais que son esprit était au Liban. J'ai revu récemment un témoignage d'un employé de l'hôtel Queen Elizabeth qui racontait tous les jours le nombre de journaux qu'il était censé lui ramener et puis les déclarations que Raymond Eddé lui donnait manuscrites sur un bout de papier qu'il était censé taper et envoyer. En parenthèse, une fois, il m'a appris, lui, j'arrivais de Beyrouth la veille et il y avait eu un événement que j'ignorais, je l'ai appris de lui à Paris. Il suivait tellement de près les affaires du Liban. Oui, en plus, bon, c'était une époque, maintenant c'est facile, on a tous Internet, mais c'était quand même l'époque où il n'y avait que quelques kiosques sur les Champs-Élysées qui avaient les journaux libanais dans l'après-midi. Donc, c'était, il guettait ça, je le sais, et il suivait vraiment de près. Est-ce qu'il a jamais évoqué avec vous, est-ce qu'il était meurtri d'être là? Alors, il disait toujours qu'il avait une liberté d'expression qu'il n'aurait plus pu avoir au Liban. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose néanmoins? Je me rappelle, dans les premières années de son séjour en France, il m'avait demandé une fois de poser la question à son frère Pierre, qui était encore à Beyrouth, s'il pouvait revenir ou non. Mais avec le temps, il s'est fait une raison et il ne pouvait, il restait. Je me rappelle une fois, j'étais avec lui sur sa fenêtre, il mettait des choses à manger aux pigeons, aux oiseaux qui venaient. Et il m'a dit,
je les appelle les compagnons de la libération. C'est touchant, c'est d'autant plus touchant qu'il a été chasseur et que donc à Paris, Oui. c'était tout le contraire. Et il m'avait raconté que celui qui lui avait appris à chasser, c'était Camille Chamroun. Camille Chamroun a été stagiaire au cabinet de son père. Le cabinet de Émile Eddé a fait sortir 3 présidents de la République. Émile Eddé, Bchar al-Khouri et Camille Chamroun. Raymond a failli être le 4e, mais comme l'a si bien dit le patriarche maronite à ses funérailles, il a dit s'il avait accepté de faire des concessions, il aurait été élu plusieurs fois président de la République. Oui, mais les concessions ne faisaient pas partie du vocabulaire de Raymond Eddé. Et je me rappelle, la télévision a mis tout de suite la caméra sur les autres anciens présidents et le président qui était à ce moment-là. Puisque vous évoquez, on arrive, je ne vais pas dire à la fin de sa vie était beaucoup plus riche, mais on est en train plus de parler de l'homme sans trop rentrer dans les détails politiques. Il avait voulu pour son père des obsèques populaires pour qu'il n'y ait pas son opposant qui était, je crois, c'était Bchar al-Khouri, c'est ça, non? Je suis en train de dire... Quand Émile Eddé est mort, Bchar al-Khouri était président de la République. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et les fils Eddé ont refusé les funérailles nationales. Exactement. Pour que le président ne soit pas là. Exactement. Et donc, son père qui était président a eu des funérailles populaires, mais finalement, lui qui n'a jamais été président, il a eu des funérailles dignes de funérailles nationales, alors qu'il ne les avait pas voulu. Des funérailles officielles. Je me rappelle que le président de la République de l'époque était représenté par le ministre de la Justice. Et c'était le patriarche en personne. Oui, le patriarche est venu en personne. En général, le patriarche ne vient que pour les anciens présidents de la République. À ma connaissance, il y a eu 2 exceptions. Raymond Eddé, le patriarche Sfer, est venu, et lorsque Nassib Lahoud est mort, le patriarche Shra'i, je crois qu'il le connaissait du Jamhour, est venu présider la cérémonie. Bon, alors, vous étiez sûrement, moi je n'étais pas au Liban à cette époque-là, vous étiez sûrement au moment aux obsèques de Raymond Eddé. Il y avait une ferveur populaire. Oui, il y avait une ferveur populaire et il y avait un public très mélangé, disons, de toutes les tendances. Et il y avait une grande présence des cheikhs druzes, parce que les relations entre Émile Eddé et Mouhtara étaient bonnes et ça avait continué avec Raymond. J'ai vu dans son hôtel à Paris une photo avec Walid Jumblat et sa famille qui étaient venus lui rendre visite. Et j'ai revu la même photo chez Walid. Et d'ailleurs, Walid Jumblat et Raymond Eddé étaient pratiquement c'était pas tout à fait des amis d'enfance parce qu'ils sont pas du même âge, mais ils se sont connus très jeunes puisque les familles avaient des relations, des relations amicales. Mais Walid Jumblat était bien plus jeune. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, mais néanmoins. Était en bon terme avec Kamal Jumblat. C'est ça, c'est ça. Et Kamal Jumblat était plus jeune. Alors que serait-ce Walid? Raymond Eddé est né en 13. Kamal Jumblat est né en 17 et Walid en 49. J'ai quelqu'un dans le public qui me dit que les obsèques de Raymond Eddé étaient un avant-goût du 14 mars 2005 de la... Peut-être. Bon, c'est vrai que
Raymond Aidé avait dit qu'il ne rentrerait au Liban que lorsqu'il n'y aurait plus ni d'occupation israélienne ni d'occupation syrienne. Il avait pu assister à la sortie, assister si je puis dire de loin, à la sortie de l'occupation syrienne, et il a loupé de quelques jours. Oui, vous avez raison. De la présence syrienne et l'occupation israélienne. Il faisait la différence, effectivement. Et donc, il a loupé vraiment de quelques jours la sortie des Israéliens. Le décès de Hafez al-Assad. Oui, et la sortie des Israéliens aussi. 20 jours. Pardon? Raymond Aidé est mort le 10 mai. Hafez al-Assad est mort le 1er juin, la même année. Et la sortie de l'armée israélienne du Liban était peu de temps après le 10 mai. Je n'ai plus la date en tête. Mais il savait... Non, les Israéliens sont sortis avant. Sont sortis en 96. Non? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si je Oui, non, quelqu'un dans le public a tout à fait raison. Je crois que c'est le 25 mai. C'est pour ça que je disais que c'est de quelques jours qu'il a loupé la sortie des Israéliens du Liban. On a balayé sa vie. Moi, j'ai dit que si je devais retenir quelque chose, ce serait le côté souverainiste. Vous qui l'avez connu de beaucoup plus près, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Enfin, l'homme et l'homme politique sont indissociables. Sa vie a été entièrement dans la politique. C'était un homme de principe, nous l'avons prouvé en racontant tout ce que nous avons raconté, mais c'était aussi un homme de cœur. Je me rappelle lorsque j'ai perdu mon jeune frère, il m'a dit une chose, il m'a dit c'est l'une des rares fois où je me suis considéré chanceux d'être resté célibataire. C'est touchant. C'est vrai qu'il avait ce côté très humain. Ce qui est exceptionnel, je trouve, dans un homme politique de sa trempe, c'est que aujourd'hui, 21 ans après sa mort, ce qui est énorme, sa vie est encore, et ses principes sont encore un programme de nation. C'est-à-dire que si on prend... Il faut dire que des journalistes de tous les bords le présentent comme exemple, même ceux qui étaient contre lui. Oui, et je dirais qu'au-delà de ça, il y a des personnages dans l'histoire qu'on présente comme exemple, mais que ces idées en politique soient restées à ce point un projet de nation, personnellement, je trouve ça exceptionnel, et pas seulement parce que je suis partisane, même ses détracteurs le reconnaissent. C'était surtout, je crois, son intégrité et sa propreté dans un pays où la classe politique ne brille pas par ses qualités en général. Ni par son honnêteté. Je voudrais, alors, vous, bien sûr, vous l'avez bien connu. Moi, j'ai eu la chance d'être née dans une famille du Bloc national, comme on dit, et je l'ai côtoyé également. Je voudrais revenir à Tarek, qui n'a pas connu Raymond Aidé. Tarek, est-ce que tu veux bien remettre ton micro et ta caméra, s'il te plaît? Oui. Alors, Tarek, je crois que tu as 28 ans, tu n'as pas connu Raymond Aidé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Raymond Aidé te fascine? Parce qu'en fait, il incarne un modèle de patriotisme qu'on ne trouve quasiment plus. Pour moi, il incarne aussi une voix de... Il a incarné le vivre ensemble et a toujours favorisé le dialogue à la violence. Il est important de mettre en avant des personnalités aux valeurs
et aux principes forts pour avoir, pour, pour- attendez. Alors, en Prends ton fait, temps. c'est simple. En fait, pour moi, en fait, moi, ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est son attachement passionné pour le Liban et il a toujours fait preuve de dévouement pour tout le peuple libanais. Il n'a jamais, quoi dire d'autre? Il a toujours dénoncé les leaders euh, qui, qui tenaient des discours belliqueux. Quoi dire d'autre? Écoute, tu as déjà beaucoup résumé le personnage et ce que je trouve encore une fois fascinant, c'est que des jeunes comme toi qui ne l'ont pas connu euh, voient, voient ses qualités. Enfin, tu devais être très jeune à son décès, donc tu n'as aucun souvenir de lui dans la vie politique et en Ouais. dépit de ça, il t'inspire tout ça. Tariq a évoqué… Vas-y. Excuse-moi, parce que moi, je suis issu d'une famille qui qui a vu ce que c'était vraiment l'enfer des milices en face et qui sait que maintenant, il faut faire table rase des des figures miliciennes pour qu'on puisse vivre ensemble. Voilà. Euh, je disais que Tariq a évoqué à juste titre, il a dit un zaïm. Je voudrais juste dire un mot pour terminer là-dessus. On dénonce beaucoup maintenant la mentalité du zaïm et bien sûr le parti euh, avec le courage et la lucidité de Carlos Ede s'est détaché de cette mentalité du zaïm. Mais moi, j'ai envie de dire en l'honneur de Raymond Ede que le zaïm est quelque chose de péjoratif au Liban, alors que lui, il a certes été un zaïm, mais il a été au service de la population, mais pas dans le sens clientéliste, c'est-à-dire que il attendait rien en retour. Il se trouve qu'il était issu d'une famille où il y avait une sorte de succession politique. Et moi, je pense, enfin, c'est mon avis personnel, mais j'aimerais entendre M. Red là-dessus. Euh, il rend ses lettres de noblesse aux Zaïm et pas du tout dans l'aspect qu'on évoque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère qu'on parle d'un leader, pas d'un Oui, zaïm. évidemment, évidemment. On a, dans le changement de mots, on gomme le côté péjoratif. Non, Et là, il était fils de président de la République et à l'époque, il était condamné à faire de la politique. voilà, il était condamné à faire de la politique et il avait, comme il le disait, décidé d'épouser la politique. Mais je dirais aussi, pour être exact, qu'il avait des allergies envers certains personnages politiques que je ne nommerai pas. Nous les avons tous reconnus. Monsieur Hill, merci infiniment de nous avoir accordé ce webinaire. Merci à Tariq d'avoir eu l'idée du webinaire sur Raymond Ede et d'y avoir participé. Je voudrais pour finir dire que, encore une fois, c'est magnifique que 21 ans après, il soit une sorte de symbole fécondant pour l'avenir et un exemple pour la jeunesse. C'est merveilleux, ces idées, c'est ce que tout homme politique rêve d'être, c'est-à-dire que ces idées transcendent le temps et je trouve que les idées de Raymond Ede sont on ne peut plus d'actualité. Sans vouloir faire de la politique, la plupart des revendications de la Saoura étaient la vie de Raymond Ede et ses principes politiques tout au long. Oui, c'est possible.
Bien. Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, Eliane. Je vous en prie, moi, je vous remercie. Merci, Louise. Eliane, c'est Madame Khir. Et j'ai vu qu'elle n'était pas loin dans l'écran et qui a assuré Oui, l'intendance technique. Parce que sur les problèmes techniques, je ne suis pas du tout connaisseur. Voilà. C'est elle qui s'en occupe. Merci, Monsieur Khir. Merci, Eliane. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous.